L'écriture. L'écriture, c'est au cœur du scénario, mais ce n'est pas forcément par l'écriture qu'on en vient à devenir scénariste. Disons que c'est une écriture très particulière, c'est une écriture plutôt technique qui ne nécessite pas forcément du style. C'est bien d'en avoir, mais c'est un plus qui n'est pas vraiment indispensable dans le travail du scénariste proprement dit. C'est-à-dire que le scénario qu'on envoie, on va plutôt chercher à avoir une efficacité pour que le dessinateur comprenne et des dialogues efficaces, mais ce n'est pas vraiment une écriture littéraire, elle n'est pas nécessaire. Mais disons que voilà, c'est une écriture très particulière qui a ses codes, bien établis aussi maintenant grâce aux grands scénaristes hollywoodiens qui ont vraiment apporté à la fois une analyse, une recherche très très précise sur le travail de scénario et à la fois des techniques, aussi bien de présentation que d'efficacité maximale. Donc l'écriture, c'est au cœur du scénario. On en est un cousin éloigné, j'ai envie de dire, enfin un cousin en tout cas. C'est pas vraiment à nous qu'on pense quand on parle écriture, mais voilà, dans la grande famille de l'écriture et de ses possibilités, il y a le métier de scénariste, effectivement. Série. Effectivement, la force de la bande dessinée, c'est qu'on peut développer des séries. Le public en a l'habitude, il les attend. Et l'avantage d'une série, c'est qu'effectivement, on a le temps de l'installer, on a le temps d'avoir la reconnaissance du public, le succès aussi, évidemment, qui va avec. C'est quand même un avantage par rapport à des écrivains qui, finalement, à chaque roman, repartent à zéro, un nouveau combat. Voilà, nous, on a cette chance d'avoir des séries, et puis des séries, alors dans mon cas, j'ai la chance d'avoir des séries qui marchent en plus, c'est vrai que c'est un confort, c'est aussi un piège, parce qu'il faut effectivement les faire évoluer avec le temps, déjà pour ne pas s'en lasser nous-mêmes, pour ne pas lasser les lecteurs, mais voilà, la série, si elle est bien pensée au départ, va nous permettre quand même d'évoluer avec elle, et de prendre toujours autant de plaisir à l'écrire. Et puis effectivement, la série, grâce aux séries télé qu'on retrouve partout, c'est quand même le genre à la mode aujourd'hui, un genre particulier, voilà, qui a ses contraintes d'écriture, effectivement, mais qui est aussi très très plaisant. Et puis surtout, voilà, alors c'est bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, il y a des techniques très précises pour l'écriture sérielle, mais qui, alors, dans mon cas, me plaisent énormément, donc je suis très heureux d'être auteur de séries. Le genre. Avec Caroline, nous écrivons dans des genres très très différents. Alors le genre englobe tellement de choses aussi derrière ce mot. On va tout de suite penser au genre, alors plutôt jeunesse, plutôt adulte, mais dans chacun de ces genres, il y a des sous-genres qui sont des genres à part entière. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on ne parle pas du tout des mêmes genres en tant qu'auteur, en tant que scénariste, et par exemple avec des professeurs de français ou des gens qui ont suivi des études de lettres. Eux vont parler de genre pour le théâtre, le roman, la nouvelle, etc. Nous, les genres, ça sera plutôt des genres sur le plan technique, c'est-à-dire le drame, le conte, le mythe, la comédie. Pour faire, je pense que c'est les quatre qui regrouperaient les autres. On pourrait rajouter effectivement les histoires romantiques, mais elles s'inscrivent dans ces autres genres. Alors c'est très étonnant parce que, par exemple, ce qu'on entend par conte est très différent de ce qu'un professeur de lettres va entendre par conte. Le Petit Chaperon Rouge, pour nous, n'est pas un conte, c'est un drame. Les ingrédients à mettre quand on écrit quelque chose comme le Petit Chaperon Rouge, c'est du drame, c'est violent, etc. La part de conte est extrêmement réduite dans le Petit Chaperon Rouge. Pareil dans La Belle au bois dormant, si on se fie au texte d'origine, les contes d'origine. Et par contre, ce qu'on va entendre, nous, par conte, c'est par exemple un film comme Amélie Poulain. Alors voilà, en tant qu'auteur, le genre, c'est quelque chose qu'il faut clairement définir dès le départ pour savoir dans quelle direction on s'en va, quels ingrédients on va utiliser, quelle technique d'écriture on va utiliser. Et bien, c'est ce qu'on fait chaque fois qu'on change de série, de notre côté. Collaboration. Dans la bande dessinée en particulier, les collaborations sont presque une évidence. Alors certains auteurs font tout, effectivement, mais de moins en moins. J'ai l'impression de moins en moins quand même, je ne sais pas, il faudrait vérifier, ça c'est pas sûr d'ailleurs. Mais en tout cas, la collaboration, elle est très, comment dire, elle est presque nécessaire parce que devenir un scénariste demande des années de pratique, devenir dessinateur aussi, et le temps qu'on va consacrer à l'un, c'est forcément au détriment de l'autre. Et
souvent, moi j'ai tendance à dire c'est un peu comme des sportifs, c'est-à-dire on n'a jamais vu encore un sportif qui soit à la fois qui gagne Wimbledon et qui va être champion du monde de foot. C'est deux démarches tellement différentes qui demandent un investissement tel que ça va être très très difficile, je pense, pour un auteur complet d'être optimal dans tous les genres. Certains le sont quand même, mais avec un genre de prédilection, soit le dessin, soit le scénario. Moi, je me rends compte que j'aime énormément les collaborations et j'espère en développer voilà, d'autres par la suite, de façon différente évidemment à chaque fois, mais c'est quand même... Puis c'est chouette aussi quand l'album est fini de pouvoir le partager avec quelqu'un, de se dire que voilà, on a fait ça. Le personnage, j'ai envie de l'aborder sur le plan technique, parce que pour moi le personnage, on va rejoindre quelque part tout ce qu'en a dit Jung, c'est-à-dire que un personnage, il faut qu'il naisse dans l'inconscient, enfin, il faut qu'il prenne en tout cas sa base dans l'inconscient collectif pour que tout le monde puisse comprendre de qui il s'agit, qu'il ait déjà une résonance en nous. Alors, les personnages de l'inconscient collectif, c'est les grandes figures qu'on peut retrouver aux quatre coins de la planète. Je vais parler de fiction proche de la BD, mais ça va être la guerrière, ça va être la rebelle, ça va être le sage, ça va être l'intellectuel, voilà. Ça, c'est un archétype qui est dans l'inconscient collectif. Vous parlez du sage, un Chinois va avoir sa propre idée du sage, mais il va comprendre de qui il s'agit, de même qu'un Africain, de même qu'un Inuit du pôle Nord. Voilà. Et de cet personnage, donc cet archétype de l'inconscient collectif, il faut qu'on crée un personnage particulier, original, et là qui est propre à chaque auteur. Donc on rejoint son inconscient individuel, on va dire. Et tout l'intérêt va être de le rendre unique, mais avec ce fond qui est compris par tous, c'est-à-dire c'est une figure de sage qui va prendre effectivement une apparence, une identité, une histoire, un look totalement différent. Donc voilà un peu la base de notre travail quand on doit créer des personnages. On part de ça et on essaie de se les approprier, de les rendre les plus pertinents, originaux, novateurs possibles. On ne peut pas dissocier le personnage de l'univers et de l'histoire. Le personnage est là pour sublimer l'histoire et l'histoire va être là pour sublimer le personnage. Donc l'un ne va pas sans l'autre, y compris pour les personnages qui entourent le personnage principal, on va dire. On ne parle plus de héros parce que le héros est censé avoir toutes les qualités, etc. Or, un bon personnage, évidemment, est un peu plus nuancé.